Vous regardez Malaika Télévision. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans Le Candidat. Et notre invité du jour est déjà là, Maître Constant Moutamba. Bienvenue sur le plateau du Candidat. Caribou. Caribou. Bonsoir, Maître Moutamba. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avancez, s'il vous plaît. Né en 1988, Constant Moutamba est licencié en droit à l'Université protestante du Congo de Kinshasa. Constant Moutamba est aussi chef de travaux à l'UPC. Il détient un master de l'Université de Liège et est en dernière année de thèse de l'Atlantic International University aux États-Unis. Il est avocat au barreau de Kinshasa, mandataire en mines et carrière, fondateur du cabinet d'avocats MKM Law Firm. Il est secrétaire exécutif du corps des mandataires en mines et carrière, CMMC. 2013, il occupe le poste d'assistant du gouverneur Bamissa dans l'ex-Équateur. 2014, il crée le mouvement citoyen NOJEC, puis en 2017, il devient rapporteur du présidium du RASOP. La même année, il est nommé secrétaire à la SCPT-SA, ex-ONATRA, avant qu'en 2019, il soit nommé rapporteur du coordonnateur du Front commun pour le Congo. C'était avant qu'en 2021, il puisse créer la dynamique progressiste révolutionnaire. Pour le scrutin du 20 décembre 2023, Constant Moutamba est candidat président de la République. Son regroupement DIPRO aligne plus de 420 candidats aux législatives nationales, plus de 1000 candidats provinciaux et plus de 3000 aux municipaux. Il s'est dit le candidat de la rupture. Il est avec nous sur ce plateau. Maître Moutamba, bonsoir et bienvenue dans Le Candidat encore une fois. Bonsoir madame, merci. Avec Emmanuel Boisbois et Bouch Laïlaï, nous allons avoir un échange de plus de 70 minutes. Ensemble avec les téléspectateurs, nous allons essayer de percer votre énigme et mieux vous connaître ce soir, ensemble avec les téléspectateurs. Alors, quand Constant Moutamba est né à Luputa, dans l'espace Kasaï, Lomami, on vous retrouve dans la province orientale ou la Chopo. Votre diplôme, vous l'avez eu à Kinshasa. Peut-on vous qualifier d'un vrai Congolais ? En effet, comme vous l'avez dit, je suis né à Luputa. À peine 2 ans après, je suis arrivé à Kisangani, où j'ai passé toute mon enfance, où j'ai fait mes études maternelles, primaires, secondaires, humanitaires, où j'ai décroché mon diplôme d'État au collège Maélé, collège Sacré-Cœur, avant de rejoindre l'Université protestante au Congo à Kinshasa en 2006. En tout cas. Alors, aujourd'hui, vous vous présentez souvent comme un jeune révolté. Vous êtes révolté contre qui et pourquoi? Révolté contre les injustices sociales, révolté contre les inégalités sociales, révolté contre le chômage des jeunes, révolté contre la misère de la population, révolté contre la caste sociale qui, d'une part, vous présente une classe de riches voleurs, des deniers publics de l'État, et d'une autre part, la classe pauvre qui est pratiquement considérée comme marchepied, tremplin de la classe riche constituée de voleurs. Et donc, je suis révolté par la situation catastrophique, abracadabrantesque dans laquelle se trouve mon pays. Bouch Laïlaï. Alors, M. Moutamba, à suivre votre portrait, vous êtes le plus jeune des candidats président de la République. N'est-ce pas trop posé de votre part? Absolument pas. Parce Comment? que vous célébrez les héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, n'est-ce pas? Quel âge avait-il quand il est décédé, quand il a été cruellement assassiné? À quel âge avait-il été Premier ministre dans ce pays? Vous pensez que N'est-ce votre âge pas, est un c'est à atout? 35 ans. N'est-ce pas? C'est à 35 ans qu'il est mort héros national. Et aujourd'hui, je suis candidat président de la République à 35 ans. Qui finance votre campagne? Savez-vous que Emmanuel Macron a été élu président en France à 39 ans? Savez-vous que Ibrahim Traoré au Burkina Faso est président de la République à 35 ans? Savez-vous encore que Joseph Kabila a pris le pouvoir dans ce pays à 29 ans? Donc, pour vous, l'âge, c'est un atout. Dois-je encore vous rappeler que
nos pères d'indépendance, ceux qui se sont battus pour que nous soyons aujourd'hui libres, en fait n'avaient que la vingtaine, la trentaine. Et je crois que le plus âgé n'avait que 42 ans. Alors, je disais tout de suite là, qui finance votre campagne? Est-ce un lobbying occidental ou des milliardaires congolais? Mais je pensais que vous aviez très bien brossé mon portrait. Mais j'ai cru entendre, lorsque vous le brossiez, que j'étais mandataire en mine, que j'étais avocat, que j'étais responsable d'un cabinet d'avocats. Suffisant pour avoir les moyens à battre campagne dans un pays comme le nôtre, surtout que vous décriez, d'une part, des milliardaires politiciens voleurs, ce sont vos propos, et d'autre part, la classe politique, la classe sociale de la population pauvre. Mais absolument. Être avocat en RDC, je ne vois pas trop. Peut-être que vous avez, ah non, à vous de le dire. Mais ça dépend. En tout cas, que je sache, je bats campagne avec des moyens de bord, mais aussi et surtout les contributions de ceux et celles de nos compatriotes jeunes qui croient en la lutte. Chacun y donne du sien. Chacun contribue pour que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui. Je vous rappelle que la caution que j'ai payée avait été plutôt le fruit des contributions des jeunes cadres d'entreprise, cadres au sein de services publics de l'État qui avaient accepté, avaient consenti de donner quelque chose à travers l'opération de collecte de fonds $1 que nous avions lancée. Mais par la suite, ils ont continué à contribuer. Je rappelle que lorsque j'ai des difficultés, par exemple, de vol, il arrive que des jeunes se mobilisent et m'affrètent tel ou tel avion. Justement, pas étonnant, hein, puisque vous venez des mouvements des jeunes, vous venez des mouvements citoyens, mais on peut dire aussi que vous vous êtes très vite associé à la politique et vous avez rapidement travaillé avec presque l'opposition, la majorité, un peu tout le monde. Est-ce que vous n'êtes pas encore cette jeunesse préparée à reproduire la même chose puisque vous venez de tout ce cursus-là politique? Absolument pas. Parce que simplement, cela devait être considéré comme un atout. J'ai commencé comme mouvement citoyen d'abord à l'université. Je suis président des étudiants à l'UPC en 2011. Par la suite, je suis président de la représentation des étudiants du Congo, la REC. Et par la suite, je vais créer NOGEC en 2013, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, alors que je venais préalablement de créer Filimbi, toujours comme mouvement citoyen. J'ai milité, comme vous le savez, bec et ongle pour les valeurs, pour les droits des citoyens. Et je me suis dit qu'il fallait maintenant entrer dans la politique à un certain moment, parce que, savez-vous que nous avons été parmi ceux qui ont lutté efficacement pour le respect strict de notre Constitution vers les années 2016. Ce qui avait d'ailleurs occasionné la barbarie dont j'étais victime, ainsi que certains de mes camarades. Et donc, après le dialogue de la Cinco, écoutez, il fallait mettre en place le gouvernement d'union nationale. Et c'est nous qui avions été, je veux dire les architectes de ce gouvernement-là. Nous représentions la société civile, les Averasop qui représentaient l'opposition, et la majorité d'alors était là. Et donc c'est ce qui avait donné lieu au gouvernement Tshibala en 2017. Alors, vous vous présentez comme les candidats de la rupture. Mais c'est quoi votre vision de la rupture? Vous voulez rompre avec quoi? Avec qui? Vous savez, madame, les mots qui rongent cette République sont tellement profonds qu'il faut une thérapie de choc. Pour nous, la thérapie de choc se résume, s'articule autour d'un seul concept. C'est la rupture. Nous avons estimé qu'il faut rompre avec les vieux et anciens visages politiques qui ont pourri la société congolaise, qui ont géré ce pays en fait alambiqué, de manière barbare, qui se sont permis de s'enrichir au détriment du Congolais lambda, qui ont confondu depuis des décennies la caisse de l'État de la caisse privée,
Nous voulons rompre avec les antivaleurs de gestion qui caractérisent cette classe politique. Voyez-vous que même pour cette campagne électorale, la plupart des candidats se livrent plutôt à des insultes, plutôt qu'à vendre leur offre politique au peuple congolais. Pourquoi sont-ils candidats? Il faut rompre avec cet état des choses. Il faut rompre avec le nivellement vers le bas du débat sociétal, du débat politique. Il faut rompre avec la mégestion qui caractérise malheureusement les dirigeants actuels. Et je rappelle que ces dirigeants sont issus de tous les âges, de tous les régimes. C'est ceux qui ont géré avec Mobutu, c'est ceux qui ont géré avec Laurent Désiré, ceux qui ont géré avec Joseph, c'est ceux qui gèrent encore avec Tshisekedi. Il faut rompre avec les mêmes noms, les mêmes familles. Ce sont les mêmes. Si ce n'est pas lui, c'est son fils. Si ce n'est pas son fils, c'est son oncle. Si ce n'est pas son oncle, c'est son cousin, c'est sa femme, c'est sa copine. Bref, il faut rompre avec cet état des choses. Mais il faut rompre avec les inégalités sociales. Oui, mais il faut rompre avec l'insécurité. Mais il faut rompre avec le pillage de nos ressources naturelles. Il est anormal. C'est déjà entendu. Quelle est la particularité de votre rupture? Mais je viens de le dire. Tout ce que vous dites là, c'est déjà entendu, tout le monde le dit. Justement, même par rapport au renouvellement de la classe politique, le président Tshisekedi, dans le temps, il est venu aussi avec le même discours, le changement de mentalité que vous relevez tout à l'heure. Il en a parlé aussi. Il a même mis en place une structure pour promouvoir le changement des mentalités, ce qui n'a pas visiblement marché à vous entendre dire. Comment allez-vous procéder concrètement pour que ça soit effectif et pour que ça ait un impact sur le Congolais? Parce que, encore une fois, à vous entendre parler, le problème de la RDC, enfin, la RDC a un problème d'hommes d'abord. C'est un problème d'hommes, des mentalités. Vous savez, si vous voulez, je voudrais d'abord revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Écoutez, il ne s'agit pas, je ne parle pas du changement de mentalité. Mon programme s'articule autour de la rupture. Et moi, je commence par fléau qui gangrène la République démocratique du Congo. Il s'agit de la guerre à l'Est. Vous dites, avec ironie parfois, que vous annexerez le Rwanda comme une 27e province en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi, le candidat, pendant qu'il était encore candidat, nous a fait presque les mêmes promesses. Il disait vouloir même s'installer sur place. Et il a même dit que s'il ne réussissait pas de terminer cette guerre, il n'aurait pas réussi son mandat. Est-ce que vous n'allez pas de promesse en promesse tous? Est-ce que vous ne faites pas les mêmes erreurs? Comment vous allez vous y prendre? D'abord, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous faites cette comparaison entre mon challenger et moi. Non. Pourquoi vous revenez sur... Avant de me poser une... Voilà, c'est une histoire politique, ce n'est pas une question des challengers, en fait. C'est les passés qui nous enseignent, c'est l'histoire. En fait, vous aussi aujourd'hui, vous venez avec un projet, un thème et une vision. Et c'est pratiquement la même chose. Alors, qu'est-ce qui nous rassure que ce que vous dites est différent de l'autre et que vous mettrez en exécution ce que vous avez comme vision? Et comment, justement, vous parviendrez? On commence avec la guerre à l'est de la RDC. Vous allez annexer le Rwanda, comme vous le dites, à la RDC. Comment vous allez le faire? Et vous avez même ajouté que vous irez même à mettre Paul Kagame en prison. Donc, sur le plan de la sécurité, je l'ai dit de manière aussi claire que Kagame est un système. Un système qui a l'ambition expansionniste. Face à ça, il faut une thérapie de choc. Pour nous, il faut neutraliser M. Kagame qui a tué des millions de Congolais pendant plus de 2 décennies. Écoutez, j'ai été victime de plusieurs guerres à l'est du pays pour y avoir vécu. La guerre dite de 1 jour, la guerre de 3 jours, la guerre de 6 jours à Kisangani, où nous avons vu des amis succomber, nous avons vu des amis rester handicapés, des membres de famille succomber. Il y a même tout un cimetière dit cimetière des 6 jours. Lorsque je vous parle de M. Kagame, c'est avec froideur, parce que je connais le mode opératoire de ces gens qui n'ont pas hésité un seul instant à se battre sur les sols congolais, qui n'ont pas hésité un seul instant à agresser le Congo et à
à s'y installer de manière illégale aujourd'hui, par exemple, à Rutshuru. Et donc, pour nous, nous allons faire arrêter M. Kagame. De quelle manière? Nous allons procéder par la voie militaire. Considérons que nous avons des vaillants soldats, nous avons des généraux, des colonels, des capitaines, des lieutenants qui sont capables, évidemment, une fois organisés, une fois mieux rémunérés, une fois mieux traités, de pouvoir mettre la main sur Paul Kagame. Nous poserons une seule question à la CPI. Monsieur le procureur de la CPI, pourquoi ne voulez-vous pas lancer un mandat d'arrêt international contre M. Paul Kagame, président rwandais? Parce que, simplement, il y a une jurisprudence en la matière où la même CPI avait lancé un mandat d'arrêt international contre Omar el-Béchir, alors président de la République du Soudan. Et donc, si nous n'avons pas de réponse claire de la part de la CPI, nous allons simplement retirer la RDC du statut des Roms. Et donc, nous allons utiliser ces deux procédés, militaires et puis judiciaires. Croyez-moi, une fois élu 6e président de la RDC, nous mettrons de côté cet aspect diplomatique pour régler la question de l'insécurité de l'Est. Mais nous mettrons aussi en place une unité spéciale chargée du rétablissement de la paix, non seulement dans la partie du pays, mais c'est surtout sur l'ensemble du pays. Cette unité spéciale sera constituée de nos vaillants FARDC. Mais à ce moment-là, ils seront mieux rémunérés, mieux équipés. Nous allons relever le solde du dernier gradé de l'armée, de la police, à l'équivalent en francs congolais des 500 $ américains. Et tous nos soldats qui sont au front bénéficieront des primes spéciales. Nous allons également veiller à l'opérationnalisation de la logistique militaire. Nous allons rééquiper notre armée, augmenter nos effectifs. En fait, dans un premier temps, nous voulions aller des 133 000 militaires à 260 000 militaires en RDC. Parce que nous estimons que nous sommes un pays très vaste, dimension continentale. Si l'Égypte peut avoir plus de 500 000 militaires, il est anormal que la RDC, avec toute la situation d'insécurité qu'elle connaît, n'ait que 133 000 militaires. Et donc voilà un peu comment nous allons parvenir à neutraliser non seulement M. Kagame, mais aussi et surtout tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Je voudrais rebondir un peu, je trouve assez pertinent, cohérent et consistant dans ce que vous dites, parce que la plupart de vos challengers, d'autres candidats, n'ont pas donné ce cheminement ou ce procédé pour se départir de Kagame. Mais je voudrais bien comprendre, derrière vous, tout cela, ça demande des moyens. Mais derrière vous, qui sont derrière vous? Je suis le seul candidat président de la République qui n'a jamais voulu fouler le sol occidental. Pourquoi? Mais parce que, en tant que Lumumba réincarné, je n'ai jamais voulu tacher mon âme du sang des assassins, du sang des pilleurs, de ceux qui détruisent l'Afrique, de ceux qui tuent les révolutionnaires africains. Je suis celui et le rare candidat président de la République qui n'a jamais piétiné Kigali, qui n'a jamais piétiné Kampala. Non pas par manque de moyens, mais par conviction. Ça veut dire, je n'ai jamais été en Europe, je n'ai jamais été aux États-Unis, je n'ai jamais été chez les Occidentaux. Je suis décomplexé, je suis d'une autre génération. Ce sont ces aînés qui, à un certain moment, pendant plus de 2 décennies, pensaient que c'est Kigali qui devait faire des présidents au Congo. C'est dommage. C'est comme ça que vous verrez la plupart n'ont pas le courage d'attaquer, de toucher les taureaux par ses cornes. Et donc, je suis ce candidat solution au problème de la sécurité. Vous comptez fermer la RDC diplomatiquement, si je comprends. Absolument pas. Je vais plutôt imposer une diplomatie de respectabilité bilatérale et multilatérale. Nous recevons pour vous, très chers téléspectateurs, le candidat de la rupture. Il veut rompre avec les inégalités. Maître Constant Mutamba est avec nous, le candidat numéro 2. Nous allons à présent prendre le parcours de sa campagne. Bien évidemment, nous sommes en période de campagne électorale. C'est juste après ceci.
Il se définit comme le candidat de la rupture. À 35 ans, Constant Mutamba est le plus jeune des prétendants à la magistrature suprême pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dès les débuts de sa tournée de campagne, le candidat président numéro 2 était dans le Maïndombe. Il était le premier candidat à fouler le sol de Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, le 25 novembre, une étape réussie par Constant Mutamba. Après Inongo, c'est sa ville natale de Kisangani qui l'a accueilli avec faste. Toutes les rues de Kisangani mobilisées, l'accueil témoigne de l'adhésion spontanée des Boyomé pour soutenir le candidat numéro 2. Ici aussi, la liesse populaire est sans mesure, tel un Lumumba. Constant Mutamba rallume la flamme nationaliste et révolutionnaire du père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après la ville de Kisangani, c'est dans le Baouélé, à Buta plus précisément, que Constant Mutamba s'est rendu, puis c'était en Ituri où la population n'a cessé de chanter lors de son accueil, numéro 2, libérateur. Le périple de campagne de Constant Mutamba s'est poursuivi à Bukavu, dans le sud Kivu. Le candidat numéro 2 a fait un carton plein dans le chef-lieu de la province du sud Kivu avant de se rendre à Goma, dans le nord Kivu. L'étape du Grand Katanga a commencé par Kalemi, dans la province du Tanganyika, où Constant Mutamba a fait une forte déclaration montrant une fois de plus sa détermination à briguer la magistrature suprême. Je pense que je suis actuellement dans le top 3 des candidats sérieux et populaires de la République. Effectué jusque-là plus de 15 provinces. Et partout, tout le monde scande numéro 2. Je pense que je suis déjà vainqueur. Je suis déjà président de la République démocratique du Congo. Dans le Haut-Katanga, la communion avec les étudiants de l'université de Lubumbashi témoigne de la forte mobilisation spontanée autour de ce jeune candidat de la rupture. Plus aucun minerai du Grand Katanga ne sera exporté. Tout devra être transformé localement. Tu es Samsung, tu es Huawei, je ne sais pas moi quoi, tu dois implanter ta succursale ici au Katanga. Je vais également relancer, restructurer la GKB. Lui retourner tous les actifs miniers perdus. Merci donc à vous tous qui nous rejoignez dans Le Candidat sur Malaika. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le candidat numéro 2, Maître Constant Mutamba. Il s'est fait appeler le candidat de la rupture. Alors, tout à l'heure, nous avions parlé du volet sécurité. À présent, nous allons parler de la politique. Nous allons prendre les volets politiques. Bouche Laïlaï. Alors, Maître Constant Mutamba, vous ne voulez pas qu'on parle d'eux autres, mais on peut vous comparer à d'autres prédécesseurs, parce que vous avez évoqué la question de Lumumba. 40 ans plus tard, c'est Mouzé qui arrive. 20 ans plus tard, vous êtes là, vous réapparaissez. Êtes-vous l'incarnation de Lumumba? En effet. Parlez-nous un peu de détail. Je suis la pure réincarnation de Patrice Emery Lumumba, au vu de tout ce qu'il y a des ressemblances. Lumumba, je vous rappelle qu'avait mon teint, il était des teints noirs. Lumumba était légèrement mince comme moi. Lumumba, le nom Lumumba comporte 7 lettres, tout comme le nom Mutamba comporte 7 lettres. Lumumba est né dans l'espace Kasaï et a vécu à Kisangani avant de se retrouver à Kinshasa. Mutamba est né dans l'espace Kasaï, s'est retrouvé à Kisangani, il a passé toute son enfance et par la suite à Kinshasa. Lumumba a commencé sa carrière politique à Kisangani, Mutamba a commencé sa carrière politique à Kisangani. Lumumba était un grand nationaliste, Mutamba est un grand nationaliste. Je ne voudrais pas vous rappeler que Lumumba avait beaucoup de cheveux, Mutamba a beaucoup de cheveux. Lumumba était un orateur, Mutamba est un orateur. Lumumba est un écrivain, Mutamba est un écrivain. Lumumba est devenu, à aligner des candidats députés nationaux à 35 ans, Mutamba aligne des candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux à 35 ans. Lumumba devient Premier ministre
à 35 ans, Mutamba est candidat président de la République à 35 ans. Est-ce un hasard? On a peur de la suite, hein? Alors, Maître Mutamba, quelles seront vos priorités en matière politique une fois élu? Vous avez parlé de la suppression des assemblées provinciales, faire des réformes constitutionnelles. Alors, quelles seront exactement vos priorités? Vous savez, sur les plans des réformes institutionnelles, une fois élu 6e président de la RDC, je vais commencer par supprimer la primature. Parce que pour moi, la primature est budgétivore inutilement. Et ainsi, je vais créer un nouveau poste, c'est le poste de vice-président. Okay. Je vais ainsi faire du président directement le chef du gouvernement. Une fois élu président, je vais supprimer ce système de mandat une fois renouvelable. Ce sera un seul mandat présidentiel, mais de 8 ans, c'est ce que je propose. Donc la révision de la Constitution fait partie de vos priorités. Je vais faire en sorte que lorsque tu es élu président de la République, tu ne peux plus postuler. Mais ça ne dépend pas que de vous. Pourquoi tu ne peux plus postuler? Parce que vous-même, vous voyez, parfois, l'on confond le candidat président de la République à l'institution président de la République. Et tu ne peux plus postuler parce que l'organisation quinquennale du cycle électoral fait perdre à l'État des millions et des millions d'argent pour rien. Parce que la première année, c'est généralement en Afrique une année de contestation. La dernière année, c'est l'année électorale. En réalité, on ne gère que pendant 3 ans, et non 5 ans. On n'a pas assez de temps pour implémenter sa vision. Et donc, pratiquement, techniquement, moi je propose que le président de la République soit élu pour un mandat de 8 ans. Un seul mandat, non renouvelable, mais de 8 ans. Tu as fait tes 8 ans après, allez, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. N'est-ce pas? Oui, ça veut dire que tu ne peux plus voler, tu ne peux plus faire quoi que ce soit, etc. Tu vas travailler parce que tu sais qu'après, tu seras jugé sévèrement. Mais pour pouvoir limiter son pouvoir, je propose ce qu'on appelle en droit américain l'impeachment, droit constitutionnel américain. Ça veut dire que le président pourra éventuellement être révoqué en ce moment-là par l'Assemblée nationale. Et là, vous parlez du 25e amendement américain. Américain, bien sûr, 25e amendement. Donc, je vais ici proposer également la suppression du Sénat. Pourquoi la suppression du Sénat? Parce que les Sénats aujourd'hui vient pratiquement en seconde lecture. Mais la Constitution actuelle nous dit qu'en cas de désaccord entre Assemblée nationale et Sénat, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prime. Alors, pourquoi garder le Sénat? À quoi il nous sert en réalité? Je vous informe que les Sénats vous absorbent minimum l'an 43 millions de dollars. Aussi bien à titre de frais de fonctionnement et d'émoluments. Pour quelle finalité? C'est de l'argent que nous allons réaffecter à la construction des centres de santé, à la réhabilitation des routes, etc. Et donc, nous allons aussi ramener l'élection du président de la République d'1 à 2 tours. Parce qu'il faut renforcer et consolider la légitimité du président de la République élu. Il est anormal que pour une population de plus de 100 millions d'habitants, que le président ne soit élu qu'avec 7 millions ou 5 millions. Et ce sera le cas d'ailleurs. Parce que les écarts seront très serrés. Nous sommes dans un pays où le vote est encore sociologique. Et vous verrez que chaque président va avoir beaucoup de voix dans son bastion naturel. Et que les voix seront tellement émiettées que nous risquons d'avoir un président de la République illégitime. Légal, mais illégitime. Vous proposez aussi de nommer la nomination des gouverneurs. Absolument. Ouais. Je vais proposer la suppression des assemblées provinciales. Ouais. Simplement parce qu'elles sont budgétivores aussi inutilement. Vous verrez que la plupart des assemblées provinciales, je vous informe que c'est Vinci Assemblée provinciale qui régorge près de 785 députés provinciaux qui absorbent un minimum de 120 millions de dollars en raison de 60 millions frais de fonctionnement, 60 millions comme émoluments. Inutilement. Et la plupart de ces assemblées ne produisent même pas des édits, pas un seul édit produit.
Okay, pendant 5 ans. À quoi servent-elles en réalité? Tout cet argent-là, nous allons les réaffecter aux secteurs prioritaires, aux secteurs vitaux. Nous allons supprimer également les exécutifs provinciaux. Ainsi, nous proposerons désormais la nomination des gouverneurs par le président de la République. Ceci pour répondre à cette problématique de tribalisme qui bat son plein aujourd'hui dans notre pays, où les gouverneurs doivent être forcément originaires de sa province. Et pour vous, les gouverneurs doivent être non originaires? Nous allons supprimer comme dans le ça, temps de Mobutu. En effet, et des gouverneurs devront être des non originaires. Vous venez de dire ici comment vous ressemblez à Lumumba, vous avez donné toutes les caractéristiques, mais j'ai peur d'une chose. De la même manière, le cheminement de Lumumba, je crains que la finalité soit la vôtre. Ne craignez-vous pas ça? Laquelle? J'ai peur. De quoi? De finir comme Lumumba. Comment? De finir comme Mouzé. Parce que je trouve que vous êtes un révolutionnaire, et vous connaissez bien ce qu'il dit, la révolution bouffe ses propres enfants. Lumumba s'est battu pour ce pays. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Vous avez la réponse. Mouzé s'est battu pour ce pays. Un lumumbiste encore. Comment il a fini? Je crains que ce soit votre tour. N'avez-vous pas peur de cela? Parce que l'Occident n'accepte pas qu'un Africain réfléchisse comme vous réfléchissez là-bas. Je préfère vous dire la vérité en face. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Je ne suis pas candidat pour faire plaisir aux Occidentaux. Je suis un candidat président de la République pour servir mon peuple, pour libérer mon peuple. Et à n'importe quel prix, même jusqu'au sacrifice suprême. C'est pas trop osé quand même? Absolument pas. Mais si moi je ne défends pas mon pays, qui d'autre le fera? Si je ne parle pas de mon pays, qui d'autre le fera? Alors nous allons prendre à présent le volet économique. Alors Maître Constant Mutamba, comment comptez-vous promouvoir l'économie et relever surtout l'économie de notre pays, la RDC, et attirer les investisseurs? Vous savez, je vais d'abord faire en sorte que notre économie soit transformationnelle. Parce que nous sommes dans une économie de marché, mais en réalité, nous, RDC, nous n'apportons rien. Pourquoi? Parce que nous ne produisons rien. Je prends les secteurs miniers. Je vais interdire, une fois élu président de la République, l'exportation de nos minerais à l'état brut. Les minerais produits au Katanga, dans Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, dans le Kasaï et tout, devront être transformés localement. J'inciterai ainsi les multinationales à venir transformer localement nos minerais. Les Samsung, les Huawei et bien d'autres entreprises multinationales, les Total, devront venir ouvrir leurs succursales pour transformer. Ceci donnera la valeur ajoutée à nos minerais, donnera plus d'emplois et va booster notre économie, et va booster les devises. Parce qu'en fait, l'instabilité de notre monnaie est aussi due à la rareté des devises. Avec le système d'exportation, je vous informe que nos entreprises minières n'ont plus en fait d'actifs miniers. Tous ont été cédés aux entreprises étrangères qui exportent nos minerais et gardent les devises à l'étranger. Même le code minier qui impose l'obligation de rapatriement des devises, en fait, ces devises ne sont pas rapatriées. Et la Banque centrale se limite à faire de petits rappels. Il n'y a pas des sanctions qui suivent. Et donc, je vais mettre en place ce que j'appelle le parquet minier. Le parquet minier veillera à suivre la quantité réelle de production minière dans notre pays. Parce que un autre problème est que l'État congolais ne sait pas exactement la quantité minière, la quantité de la production qui est extraite de notre sous-sol. Ceci permettra de taxer les entreprises conformément aux chiffres réels de production. Et ça va augmenter considérablement nos recettes. Je vais également, sur le plan de l'agriculture, booster les Congolaises et les Congolais à devenir des agents agricoles. Chacun de Congolais doit être un agent. On ne peut pas
parler de la stabilité de notre économie sans production. Vous savez que nous sommes dans une économie totalement extravertie. Nous importons tout, même le cure-dent est importé. Et donc, ce qui fait que nous sommes plutôt en train de subir dans cette loi de l'économie de marché. Donc, je veux faire en sorte que nous produisions nous-mêmes. Et comment vous On va allez y donc arriver? lancer, c'est ce que je suis en train de dire. Chacun des Congolais, je vous poserai à vous tous la question, et vous aurez l'obligation, en tant que compatriotes congolais, d'avoir minimum 1 hectare de champ. Au moins 1 hectare de champ. Chaque dirigeant devra justifier des au moins 5 hectares de champ. Tu es chef de bureau, tu es chef d'entreprise, ministre, etc. Il faudra que tu aies les champs. L'État congolais lui-même, je vais imposer qu'il soit un principal acteur, un principal agent agricole. L'État devra faire le champ. Il est anormal que nous puissions importer de la farine de la Zambie. Il est anormal. Alors que nous avons plus de 80 millions, certains parlent de 120 millions de terres arabes. Ce n'est pas possible. Et pendant ce temps, vous trouvez des jeunes dans la rue en train de quémander de l'argent. Nous allons les utiliser, nous allons travailler pour que nous puissions transformer notre sol. On a peur que vous vous transformez en dictateur, comme vous voulez tout imposer. Tout le monde doit aller au champ. Comment vous le faites ça? Comment vous imposez aux gens d'aller au champ? Vous savez, je viens de vous le dire, vous avez besoin des solutions aux problèmes qui gangrènent la RDC. Mais il faut des solutions de choc. À moins que vous vouliez vous comparer à la France. Vous voulez vous comparer aux États-Unis. Mais parce que vous êtes occidentalisé malheureusement à outrance. Mais je vous informe que c'est des vieilles démocraties. Nous avons moins de 100 ans d'existence en tant que nation. Et donc, il faut des solutions totalement différentes et adaptées des solutions à radicales, nos réalités. En effet. Alors, Maître Mutamba, dans notre système congolais et même dans les systèmes Mais j'en ai pas fini. Non, justement, on reste dans l'économie. Justement, en rapport avec l'économie, il y a un système que nous déplorons, c'est la corruption, c'est les détournements. Vous avez dit que vous allez mettre en place, construire même une prison pour les détourneurs. Mais est-ce que vous pensez que cela sera une solution? Vous avez tout à l'heure refusé qu'on parle de votre prédécesseur, mais nous allons parler de l'institution qui est l'IGF. L'IGF qui a mis en accusation plusieurs personnalités politiques du pays. Et après, la suite, c'était que ces personnes se sont retrouvées dehors. Mais vous allez mettre une prison, encore une fois. Mais comment, justement, parvenir à un résultat efficace avec ce système où on vit parfois dans l'impunité, il y a tout un système mis en place, mais après, les résultats ne portent pas de bons fruits. Permettez, madame, que je revienne rapidement sur la pertinente question de l'économie, parce que ça, je vais l'aborder sur les secteurs justice. Si vous permettez juste 2 minutes. D'abord, à la question de savoir si je n'avais pas peur de mourir, j'avais omis de vous dire que on ne meurt pas 2 fois. Lumumba que je suis, réincarné, était déjà assassiné en 1961. Lumumba réincarné ne peut plus mourir de nouveau par assassinat. On est d'accord. C'est même pourquoi, moi, quand j'étudiais, mon enseignant de français m'avait dit que, en principe, mourir, on ne l'écrit pas avec 2 R. On est d'accord. Parce qu'il me rappelait en disant qu'on ne peut pas mourir 2 fois, n'est-ce pas? Et donc Lumumba ne peut pas être assassiné 2 fois. Pour l'avoir déjà été en 60, et il revient en 2023, en fait, c'est pour accomplir la mission qui était interrompue par certains de nos compatriotes corrompus par l'Occident. Cette fois-ci, c'est pour accomplir la mission. J'en viens maintenant sur la question de l'agriculture que j'étais en train de développer. Écoutez, je vais déployer 500 millions de dollars dans ce qu'on appelle campagnes agricoles pour pouvoir booster les entrepreneurs locaux à produire davantage. Mais vous êtes d'accord avec moi que cela ne saurait être possible sans des infrastructures adéquates.
je vais suffisamment investir dans les infrastructures routières. Je vous informe que je vais faire réhabiliter près de 153 000 kilomètres des réseaux routiers. Des dessertes agricoles national, provincial et local. Ça veut dire que dedans, vous avez des routes de dessertes agricoles. Pourquoi? Parce qu'il faudra évacuer ces productions agricoles qui auront été faites au niveau local. Aujourd'hui, la plupart de nos provinces sont à vocation agricole. Mais nos agriculteurs artisanaux ont difficile à évacuer leur production parce qu'il n'y a pas de route pour les évacuer vers les centres de consommation. Et donc, nous allons nous réhabiliter toutes ces routes-là. À l'époque, vous le savez, on pouvait quitter Kisangani pour Lubumbashi. On pouvait quitter Kinshasa pour Lubumbashi. On pouvait quitter Mbuji-Mayi, par exemple, pour Bukavu. On pouvait quitter Ituri, etc. Donc, les routes étaient interconnectées. Les provinces étaient interconnectées, ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc, nous allons travailler prioritairement sur ces réseaux routiers. En lieu et place, réhabiliter les petites ruelles, dégoudronner les petites ruelles dans certains coins, dans certaines communes, des centres-villes, Kinshasa, Lubumbashi, etc. Moi, je prioriserai d'abord l'interconnexion. Vous verrez que ça va booster automatiquement notre économie, ça va créer de nouveaux commerçants. Aujourd'hui, nos commerçants n'existent plus. Parce que pour pouvoir, par exemple, faire le commerce dans un territoire comme Lubao, il faut prendre 3 mois pour aller à Bukavu ou à Kinshasa, se ravitailler et revenir. Mais vous ne voyez pas que c'est tellement... vous avez beaucoup d'ambition. Ce n'est pas d'ambition. En 8 ans, avec votre forme, vous pensez que vous pouvez y arriver. On a de l'argent, mais qu'on affecte mal. Je viens de vous expliquer qu'il y a des institutions budgétivores inutilement. Il suffit de prendre l'argent qu'on dilapide en payant les députés provinciaux et que l'on le mette, par exemple, dans la réhabilitation des routes. Mais dans le cas où il y a le refus de la population, parce que pour arriver à mettre dehors, à bannir le Sénat, j'en viens. Mais il faut un référendum. Il n'y a pas que ça. Je vous ai expliqué, je vous informe que simplement dans les secteurs miniers, l'État congolais perd plus de 100 milliards de dollars dans la fraude minière. J'ai fait des études là-dessus que je pourrais vous les disponibiliser. 100 milliards de dollars. Mais je viens de vous expliquer comment je vais mettre en place ce que j'ai appelé parquet minier, comment je vais interdire l'exportation de minerais. Ça, vous n'imaginez pas que nous pourrons facilement récupérer un gap de 50 à 100 milliards de dollars. J'en viens maintenant sur le plan pratique. Votre programme, il est costaud, il est très bon, je ne suis pas dans la théorie. Mais dans l'application, votre programme va beaucoup souffrir parce qu'il y a quand même plusieurs barrières. Vous n'êtes pas les seuls à décider, ça ne sera pas fait par baguette magique. Tout ce que vous voulez faire, vous voulez mettre en place, ça doit passer aussi par l'Assemblée nationale, ça doit passer par la révision de la Constitution. C'est de ça que Bush voulait qu'on parle tout à l'heure. C'est très ambitieux, c'est costaud et c'est bon pour le pays, en théorie. Mais apparemment irréaliste. Alors, vous voulez apparemment que vous soyez pratique. Vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre? Non, pas ce que nous voulons entendre, mais que vous nous présentiez un programme, que vous nous présentiez un programme adapté à la RDC d'aujourd'hui, parce que vous allez prendre la RDC dans cet état pour la mener à un autre état. Mais de cet état, ça veut dire que vous allez tout casser. Madame, je suis le candidat de la rupture. Ça veut dire que je veux rompre. Donc, vous allez vraiment tout casser. Je veux rompre avec les classiques. Au fait, moi, je ne voudrais pas être contre ce que vous voulez dire. C'est très bon, mais vous allez vraiment tout casser, c'est ce que vous êtes en train de dire. J'en viens. Je ne casse pas tout, mais j'apporte des solutions aux problèmes qui se posent dans mon pays. Mais il faut des mesures d'encadrement pour toutes ces décisions là-bas. Comment vous allez y arriver? Voilà, ça c'est une autre paire de manches. Vous avez posé une question sur la justice. Je ne voudrais pas que nous puissions nous perdre du débat. Revenons sur les débats. Non, nous avons en tête que nous savons en face un avocat. La question de la justice. Évidemment, si je promets tout ceci parce que bien capable de mobiliser les recettes qu'il faut.
je mette en place un parquet économique et financier spécial qui aura pour mission d'arrêter tous les délinquants économiques et financiers, de tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière. Monsieur, tu as été nommé ministre et à peine nommé, tu te construis un immeuble de 3 étages. D'où as-tu tiré l'argent, monsieur? De ses avantages, Si, sans l'air. si tu ne justifies pas, tu es arrêté automatiquement. Et cet immeuble-là, on te le confisque. Ainsi, je lancerai l'opération bien mal acquis. Ceux qui volent l'argent de l'État et qui ont volé, qui sachent que l'État congolais va récupérer des immeubles. Et nous allons les transformer en logements sociaux pour la population. Pour y arriver, c'est aussi simple que ça. Monsieur Bush, est-ce que vous déclarez réellement vos revenus à l'État congolais? Est-ce que l'État congolais sait exactement combien vous gagnez par mois? Nous, ce que nous ferons une fois élu président de la République, nous allons imposer que chaque citoyen déclare son revenu mensuel. Est-ce que vous déclarez les vôtres à cet instant ici? Si c'est $1, ben il faut le déclarer. Est-ce que vous déclarez Je paye les vôtres? mes impôts, ça veut dire que je déclare. Vous ne pouvez pas avoir un cabinet d'avocats de mandataire en mine, vous ne pouvez pas employer plus de 20 personnes, je vous informe, dans mon cabinet, sans payer l'impôt. Parce qu'il y a des clients pour payer, ils vous exigent la preuve du paiement de vos impôts et du numéro. Et je vous rappelle encore que la TVA est également incluse dans nos honoraires d'avocat. Et donc, j'en viens pour dire qu'il faut arriver à neutraliser la délinquance économique et financière, en mettant en place, au-delà du parquet économique et financier, un tribunal spécial contre la corruption, le mal qui gangrène notre République. Eh bien, il n'y aura plus d'intouchables. Donc nous allons mettre fin au régime de privilèges et immunité des juridictions. Nous allons mettre fin à tout ça. Parce que je suis Premier ministre ou ancien Premier ministre, je ne peux pas être jugé devant telle ou telle juridiction. On va mettre fin à tout ça. Parce que autant de temps se sont écoulés, cette infraction-là est prescrite. Il n'y aura plus de prescription pour des infractions de détournement de deniers publics. Prescription pour des infractions de corruption, pillage, enrichissement illicite. Quel que soit le temps que cela prendra, vous devrez répondre même à vos 90 ans, à vos 60 ans, vous devrez répondre de vos crimes économiques. Ceci nous permettra d'éviter ces régimes d'intouchables, dans lesquels nous vivons actuellement. Merci beaucoup, Maître Constant Moutamba. Avec nous sur ce plateau du candidat, mesdames et messieurs, tout de suite, passons d'abord au journal de la campagne. Alors, Maître Constant Moutamba, comment se passe votre campagne électorale? Ben, plutôt bien. Voilà, on décompresse un tout petit peu. Plutôt bien, mais on va y revenir. J'espère qu'on n'a pas fini. On n'a pas du tout fini. Je suis venu parler au peuple congolais de mon offre politique et non parler d'individus. Rassurez-vous, vous allez le faire. Je ne veux pas parler des nationalités des gens ici. Je ne veux pas parler... Je ne veux donc pas parler du bilan des individus ou des gens ici. Je ne veux pas parler de la candidature commune de l'opposition. Je ne veux pas parler de tel ou tel aspect des choses. Vous venez de le faire d'ailleurs. Vous ne voulez pas qu'on puisse poser une question selon notre conducteur d'émission? Vous voulez qu'on suive cette ligne que vous non, non, absolument pas. Absolument pas. Le peuple congolais veut savoir pour quel président, pour quel Justement, c'est dans les buts de bien vous cerner que nous devons poser cette question-là pour que les téléspectateurs soient plus éclairés. Je vous rappelle simplement que le peuple congolais attend de moi savoir ce que je pense de la santé, ce que je pense de l'éducation, ce que je pense des finances publiques. En tout cas, l'atmosphère est un peu tendue ici. On va détendre l'atmosphère. Rassurez-vous, Maître Constant Moutamba, nous allons rester dans les sujets qui vous concernent, bien évidemment, les élections
et même aussi la candidature commune. Mais le journal de la campagne est avec vous. Francine, comment allez-vous? Bonsoir Rebecca, merci. Bonsoir Maître Constant Mutamba. Bonsoir. Bonsoir Bouche, bonsoir Emmanuel. Comment ça va Francine? Oui, ça va très bien. Comment se passe la campagne sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire, la campagne se déroule sans problème. Particulièrement la campagne de Maître Constant Mutamba. Elle se déroule très bien depuis le 19 novembre jusqu'à ces jours. Il n'y a pas encore eu des jets de pierre jusque-là, Maître Mutamba? Non, pas du tout. Je suis plutôt adulé par toute la jeunesse. Partout je passe. C'est un signe d'amour? Partout je passe, la jeunesse... D'acceptation? La jeunesse crie à Lumumba II, aux révolutionnaires et libérateurs. En tout cas. Ouais. Alors nous allons parler de la campagne de Maître Constant Mutamba depuis le 19 novembre 2023, mais nous mettrons un accent particulier sur son discours à Kalemi dans les Tanganyika et dans le Haut-Katanga. Alors s'il faut qu'on commence dès le début, c'est-à-dire le 19 novembre 2023, avec son slogan « Rupture 2023 », lors du dépôt de sa candidature, le candidat Constant Mutamba a déclaré incarner un changement potentiellement significatif pour la République démocratique du Congo, tout en offrant aux citoyens une alternative politique claire. Une fois élu, il promet de mettre en place des mesures ambitieuses pour remédier à la situation dramatique dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il venait de le dire. Oui. Il a aussi souligné que sous sa présidence, la République démocratique du Congo luttera activement contre le Rwanda et annexera ce pays en tant que 27e province. Il venait aussi de le dire. J'attends bien voir ça. Et dans son programme, il a déclaré viser à défendre les intérêts de la République démocratique du Congo et à faire face au problème de la sécurité, ce problème qui est toujours persistant. En tout cas, c'est le gros du message du candidat Constant Mutamba à travers la République démocratique du Congo. Il a sillonné, notamment à Inongo, à Kisangani, Maïndombe, Bazuele, Ituri et dans le sud Kivu. Oui. Alors, ensemble avec notre équipe technique, nous allons faire le tour de la RDC, en tout cas du moins des provinces visitées par le candidat numéro 2 dans ce condensé que nous propose Joseph Kaongo. Il se définit comme le candidat de la rupture. À 35 ans, Constant Mutamba est le plus jeune des prétendants à la magistrature suprême pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dès les débuts de sa tournée de campagne, le candidat président numéro 2 était dans le Maïndombe. Il était le premier candidat à fouler le sol de Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, le 25 novembre, une étape réussie par Constant Mutamba. Après Inongo, c'est sa ville natale de Kisangani qui l'a accueilli avec faste. Toutes les rues de Kisangani mobilisées, l'accueil témoigne de l'adhésion spontanée des Boyomé pour soutenir le candidat numéro 2. Ici aussi, la liesse populaire et sans mesure, tel un Lumumba, Constant Mutamba rallume la flamme nationaliste et révolutionnaire du père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après la ville de Kisangani, c'est dans le Baouélé, à Buta plus précisément, que Constant Mutamba s'est rendu, puis c'était en Ituri où la population n'a cessé de chanter lors de son accueil, numéro 2, libérateur. Le périple de campagne de Constant Mutamba s'est poursuivi à Bukavu, dans le sud Kivu. Le candidat numéro 2 a fait un carton plein dans le chef-lieu de la province du sud Kivu avant de se rendre à Goma, dans le nord Kivu. L'étape du Grand Katanga a commencé par Kalemi, dans la province du Tanganyika, où Constant Mutamba a fait une forte déclaration montrant une fois de plus sa détermination à briguer la magistrature suprême. Dans le Haut-Katanga, la communion avec les étudiants de l'université de Lubumbashi témoigne de la forte mobilisation spontanée autour de ce jeune candidat de la rupture. Et voilà, Francine, on vient de faire en tout cas le tour de la RDC pour accompagner, pour voir justement ce que le candidat numéro 2 a fait tout au long de cette période de campagne électorale. Oui, le candidat numéro 2, Constant Mutamba, draine des foules, ça j'ai oublié de le dire. Il draine des foules partout où il passe. Et c'est la même situation dans les Tanganyika, où il a été récemment. Et là, il s'est réjoui d'être parmi les candidats favoris, donc parmi les 3 tops.
Alors, on s'est directement posé la question de savoir est-ce que le numéro 2, c'est le numéro porté-bonheur. En tout cas, la réponse, c'est dans ce que le candidat Constant Moutamba a dit. Ouais. Je pense que je suis actuellement dans le top 3 des candidats sérieux et populaires de la République. Effectué jusque-là plus de 15 provinces. Et partout, tout le monde scande numéro 2. Je pense que je suis déjà vainqueur. Je suis déjà président de la République démocratique. Vous avez dit, vous êtes dans le top 3. Et qui sont classés sur cette liste des 3? Il y a qui et qui? Je ne suis pas là pour parler. Non, mais c'est vous qui avez fait ces classements, c'est pas moi. Vous aviez dit, je suis dans le top 3. C'est supposé que vous avez fait un classement. C'est pas moi qui ai fait le classement. C'est qui alors? Qui vous a informé que vous étiez dans le top 3? Vous y avez cru? Les différents médias, les différents sondages. Vous y avez cru? Et le travail qui se fait sur le terrain. J'y crois parce que je pense humblement être les rares candidats présidents de la République à avoir sillonné une quinzaine des provinces. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc dans le top 3, il y a les candidats qui ont sillonné la RDC. Absolument. Donc nous citons le président sortant Tshisekedi, Katumbi et vous. Le top 3. Je parle de moi, je suis... Ouais, je vous prends au mot, vous avez dit, je suis parmi les rares candidats qui ont fait plus de 15 provinces. Alors Francine, nous allons finir... S'il y en a, effectivement, c'est qu'il figure parmi, dans le top 3. Okay. Et puis, comme je l'ai dit, mes challengers, pour la plupart, vous savez, soit ils sont aux affaires, soit ils ont été aux affaires. Et que donc... ils mobilisent à coup des billets verts. Je suis donc le seul candidat président de la République qui n'a jamais géré les services publics, mais qui mobilise autant la jeunesse à 0 francs. Le seul candidat président de la République qui draine de foule sans avoir jamais géré et sans avoir des partenaires occidentaux derrière lui. Et, le seul comme vous le dites. Alors on va clôturer avec vous Francine. Oui, le candidat Constant Moutamba a aussi visité la province du Haut-Katanga où il a poursuivi avec sa campagne électorale. Et dans la province du Haut-Katanga, il a encore une fois drainé une foule. Et devant la foule, le candidat Constant Moutamba a dit structurer la GECAMINE. Restructurer la GECAMINE. Oui, une fois élu. Alors il le fera comment? Heureusement, il est là sur le plateau, lui-même va s'expliquer. Mais avant qu'il nous donne une explication, je vous propose de suivre ce qu'il a déclaré. Plus aucun minerai du Grand Katanga ne sera exporté. Tout devra être transformé localement. Tu es Samsung, tu es Huawei, je ne sais pas moi quoi, tu dois implanter ta succursale ici au Katanga. Je vais également relancer, restructurer la GECAMINE. Lui retourner tous les actifs miniers perdus. Restructurer la GECAMINE. Tout à l'heure, vous avez parlé des mines. Comment est-ce que vous allez attirer les investisseurs? Mais par rapport à la GECAMINE, vous venez de le dire, restructurer la GECAMINE. Francine a posé une question. Qu'est-ce que vous allez exactement faire de la GECAMINE? Ben, vous savez, je vais commencer par lancer un audit administratif, technique et financier sérieux, au bout duquel je restructurerai tout naturellement les secteurs administratifs, les secteurs financiers, les secteurs techniques. Par la suite, en tant qu'État, j'instruirai que le gouvernement injecte des moyens suffisants pour dompter toutes les difficultés qui auront été détectées par l'audit. Et nous allons nous organiser pour que la GECAMINE récupère les actifs miniers perdus. Parce que la réalité est quoi aujourd'hui? On dit que la production minière congolaise a augmenté. Mais contrairement à la Deuxième République, c'était réellement la production minière de la GECAMINE. Mais actuellement, ce n'est plus la production minière congolaise, c'est plutôt étranger, des multinationales. Donc à l'époque,
quand on payait les agents GECAMIN, en fait, cela se ressentait dans la communauté. Parce que c'était le fleuron de l'économie dans toute la partie sud du pays. Et même centre. La SNCC est en faillite parce que la GECAMIN est en faillite. ONATRA est en faillite parce que la GECAMIN est en faillite. Etc. Vous allez vous attaquer au contrat chinois? Ce que nous allons faire, nous allons travailler pour remettre GECAMIN dans le standard international. Elle doit redevenir compétitive dans le marché international. Et vous verrez que notre économie va se rebooster naturellement. Les entreprises étrangères devront venir acheter et transformer plutôt les minéraux de la GECAMIN. Oui, Maître Constant, ça c'est l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Pratiquement. Mais ça se fait dans ce pays. Vous allez vous attaquer au contrat chinois. On a vu qu'il y a eu des polémiques, qu'on allait revoir les contrats miniers, et ça n'a pas été facile. Vous voyez que ce n'est pas une chose facile. Comment vous le dites aussi facilement, avec aisance? Est-ce que vous allez arriver à le faire? Vous savez, je ne suis pas un candidat président de l'Occident. Je ne serai donc pas élu pour faire plaisir aux étrangers. Le sous-sol congolais doit profiter aux Congolais. Je vais mettre fin à ce paradoxe qui consiste à dire que la RDC est un pays richement, très riche face à un peuple très pauvre. Et il faut des dirigeants forts, incorruptibles. Si des contrats chinois ont été mal négociés, nous allons les renégocier. Ce ne sera pas la fin du monde. Nous sommes après tout au Congo. Si on a arraché à la GECAMIN ses actifs miniers de manière illégale, juridiquement, on va retourner à la GECAMIN. Vous pensez que c'est illégal? Lorsque vos prédécesseurs ont signé ces contrats, vous pensez que c'est illégal, selon vous? Mais je vous informe que nous allons procéder par des mécanismes légaux pour pouvoir retourner à la GECAMIN ses actifs miniers. Actuellement, est-ce que la production minière congolaise profite aux Congolais? Est-ce que l'agent GECAMIN d'aujourd'hui est-il content du fonctionnement des GECAMIN? Mais si ça ne marche pas, parce que vous avez déjà la réponse. La réponse à cette question que vous venez de poser, vous l'avez déjà donnée au cours de votre exposé. Et moi, je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre fin au contrat d'amodiation? Bon, c'est possible. Maître, de quoi avons-nous peur? Maître Constant. Et nous avons peur de qui? Il y a question de temps, il faudrait que nous avancions, et puis il y a beaucoup de gens qui vous attendent encore, que la foule que vous allez haranguer tout à l'heure. Mais je vous repose la question, Maître Constant Moutamba. Vous êtes candidat numéro 2. Je ne sais pas si le 2 correspond à la deuxième personne qui a déposé sa candidature comme président de la République, ou c'est un chiffre que vous avez choisi vous-même, on vous l'a attribué au hasard, vous me répondrez tout de suite. Et puis quel est le plan B? B qui ressemble encore à 2. Si le 1 ne marche pas, votre plan A d'être président, ben, quel est le plan B, le plan de substitution? Ben, je crois que je suis mal à l'aise de parler de moi. Vous avez dit qu'on ne parle tout à l'heure, vous aviez dit, voilà, vous vouliez parler de vous. Je parle de mon offre politique, pas de moi en tant qu'individu. Non, mais c'est vous qui incarnez cette offre-là. Et donc, lorsque vous me parlez des 2, de 1, etc., mais je vais moi aussi vous dire que, bon, c'est un chiffre prophétique. Je vous dirais peut-être que ma candidature, elle est prophétique. Et vous voyez où ça va nous amener. C'est à vous de répondre. Par contre, je suis plutôt favorable à vendre mon offre politique. Donnez-moi le temps de vendre mon offre politique. Merci. On va d'abord libérer Francine. Merci beaucoup, Francine. Et Francine, j'ai l'impression qu'elle est convaincue. Elle vote déjà pour vous. Vous votez pour le projet de Maître Constant. Merci beaucoup, Francine, pour ce journal de la campagne sur Maître Constant Moutamba, candidat numéro 2. Vous savez, madame, il y a Frantz Fanon qui disait « Chaque génération a une mission ». Là, vous voulez convaincre Francine. Soit elle l'a trahi, soit elle l'accomplit. J'appartiens à une génération.
c'est la génération de la vingtaine, trentaine, quarantaine. Des années 1970, 80. Et vous m'excluez déjà moi. Et 2000. Oui, justement. Et donc, c'est la génération majoritaire. Il faut le dire que nos aînés ont failli. Nous en sommes là aujourd'hui parce qu'il y a une génération qui a failli, qui a trahi sa mission. Oui. Et nous avons une mission. Tout jeune consciencieux devrait voter pour les candidats de la jeunesse. Merci Francine. Parlons du candidat de la jeunesse. Merci beaucoup Francine. Parlons du candidat de la jeunesse. Parlons du social, justement. Aujourd'hui, vous mettez de côté M. Bush et toute sa génération d'avant. Qu'est-ce que vous prévoyez justement par rapport à l'amélioration? Même pas une commune, même pas une rue. Vous m'excluez déjà. Par rapport justement à cette génération qui a souffert, par rapport à la vie sociale du Congolais. Aujourd'hui, vous nous avez parlé de ce projet ambitieux, de ce programme ambitieux que vous avez, mais aujourd'hui, le Congolais souffre déjà à la base de la nourriture. Tout commence à la nourriture. C'est le premier problème. Le social du Congolais est par terre. Le Congolais ne sait pas se nourrir. Le Congolais ne sait pas se faire soigner. Aujourd'hui, il y a encore la gratuité de l'enseignement qui boite et il y a les naissances gratuites qui viennent. Et voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire pour relever justement ces secteurs sociaux? Parce que c'est ça la base même de notre société. Merci madame. Je vais pousser le Congolais à l'autosuffisance alimentaire. Je promets aux Congolais qu'ils mangeront désormais 3 fois par jour, comme c'est fait le cas par le passé. Ok, par quelle magie? Je vous ai dit, nous allons nous renfermer vers nous-mêmes ou sur nous-mêmes pour produire davantage. Nous allons nous retourner vers l'agriculture pour produire davantage. Ainsi, nous n'allons plus importer la farine de manioc, de maïs, nous n'allons plus importer le riz, nous n'allons plus importer l'huile de palme, etc. Ça sera à portée de main. Nous allons attaquer les secteurs de l'éducation. Madame, nous allons remettre en selle la fonction enseignante. Le dernier gradé dans l'enseignement touchera désormais 500 $, équivalent en francs congolais. Ok. Et son niveau d'études sera comparable à quoi? Le dernier des infirmiers touchera 500 $. Avant d'aller chez les infirmiers, dans l'éducation d'abord, Maître Moutamba, vous allez poursuivre avec la gratuité... standardisation des salaires. Les salaires. Vous allez poursuivre avec la gratuité de l'enseignement ou vous allez mettre ça de côté? Vous allez poursuivre et améliorer ou vous mettrez ça de côté? La gratuité de l'enseignement qui ne sacrifie pas l'éducation de nos enfants. Ça veut dire? Voilà ce que je mettrai en place. Ça veut dire? Ça veut dire que j'améliore les conditions de vie de nos enseignants. Ça veut dire que j'améliore les conditions d'études de nos élèves. Ça veut dire que je crée des compensations. Lorsque j'instaure la gratuité, l'enseignant du collège Boboto, qui te touchait en tout et pour tout, par exemple, 800 $, est-ce que toi, l'État congolais, tu as compensé ces 800 $ pour parler de la gratuité? Sinon, vous avez l'effet inverse. C'est que cet enseignant ne sera plus motivé, n'aura plus le temps suffisant de finir son programme. Ce qui fait que nous allons, au cas par cas, province par province, tenons compte des réalités sociales de chaque milieu, chaque coin, intégrer la dimension de la prise en charge de l'enseignant. Veuillez résumer parce qu'il nous reste moins de minutes. Nous allons également lancer l'opération « Pas d'école sans banc ». Ainsi, les privés qui voudront créer des écoles devront nous rassurer que les infrastructures scolaires sont adéquates. Nous allons rapprocher l'enseignant du service de paye. La difficulté aujourd'hui, c'est que la plupart d'enseignants sont obligés d'arrêter l'enseignement pour parcourir des kilomètres et des kilomètres, aller chercher le salaire. Dans tous nos territoires, c'est ce qui se passe. À travers l'opération TMB
et bien d'autres. Nous allons faire en sorte que l'enseignant de mon village, de votre village, où qu'il se trouve, soit à même de percevoir directement son salaire sans besoin de pouvoir interrompre l'enseignement. Donc vous allez obliger les banques à être un peu partout sur le territoire national. Nous mettrons en place des services déconcentrés et décentralisés. Comment résumez-vous ce programme en 5 minutes? Nous allons également, sur le plan de la santé, lancer le système de santé intégré qui garantira l'accès gratuit aux soins de santé à tous les Congolais. Ok. À plus de 100 millions de Congolais. Comment? Je ne voudrais pas que mes adversaires puissent voler cette idée. Il faut chiffrer tout ça. C'est une idée, après tout. C'est une idée. Ben, je préfère pour la mise en place. Et puis il y a l'application aussi en même temps. Mais je vous informe que je mettrai en place ce système qui aura suffisamment de financement, toujours à travers les Congolais. En fait, les Congolais payeront, contribueront sans sentir en fait cette contribution-là. Nous allons également construire et créer des pharmacies publiques dans chaque territoire pour pouvoir desservir la population en produits, en médicaments de première nécessité. Nous allons également booster l'industrie pharmaceutique à travers les différentes zones linguistiques du pays pour permettre aux hôpitaux, pour permettre à la population de ne plus mourir par pénurie des médicaments. Et donc, nous allons par territoire construire 5 centres de santé modernes, par ville, 5 centres de santé modernes. Donc l'ambition, c'est de pouvoir, nous avons 35 villes, nous avons 145 territoires. Donc en 5 ans, l'ambition est de créer 5000 centres de santé modernes. L'ambition dans l'éducation, c'est de créer 5000 écoles modernes, écoles des métiers, au cours de notre quinquennat. En bref, vous allez poursuivre avec le programme de 145 territoires. Alors, Maître Moutamba... Je ne comprends pas ce que vous en voulez pas poursuivre. Justement, c'est le programme, c'est une autre version du programme de 145 territoires. À combien vous chiffrez tout cela? Puisqu'il faut parler budget, à combien vous chiffrez? Mon budget, le budget annuel, au bout de mon quinquennat, sera de 150 milliards de dollars l'an. Je veux faire exploser notre budget. Je veux faire exploser ça. Vous me posez la question comment? Allez-y. Je vous ai pris les secteurs de mines. Je vous ai pris les secteurs de la justice, où on va lutter drastiquement contre la délinquance économique, mais également, je vous parle des finances publiques. Je vais remettre de l'ordre dans les finances publiques. Alors, juste rationalisant... Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, depuis 60, notre pays tâtonne entre l'unitarisme et le fédéralisme. Vous me permettez de finir oui, vous la problématique des finances publiques rapidement? Oui. Vous savez, je remets de l'ordre dans le secteur des finances publiques. En quoi faisons? En mettant en place une chaîne de recettes rationnelle qui va lutter drastiquement contre les interférences dans la collecte des fonds, des recettes publiques. Parce que la difficulté que nous avons, c'est quoi? Ce sont les injonctions interférences, ce sont les exonérations inutiles. L'État congolais perd des millions et des millions dans les exonérations illégales. Ce que nous ferons, c'est d'éviter tout ceci en évitant que un conseil du ministre des Finances, un conseil du Premier ministre, un conseil du président de la République puisse intervenir dans la chaîne des recettes qui se transforme en avocat d'une entreprise privée qui est redevable vis-à-vis de l'État. Ce qui se passe actuellement, c'est que lorsqu'une société privée doit à l'État 10 millions de dollars, vous verrez que sur base des injonctions et de la corruption, il ne paye ou ne paye à l'État en réalité que 2 millions de dollars. Le reste, c'est le partage à la congolaise. On va mettre fin à tout ça. On va également rationaliser et rendre efficace la dépense publique. On ne va plus dépenser à l'alambiqué. Il faut que la dépense publique réponde à un objectif X. Cela va permettre d'accroître et de maximiser davantage
les recettes. Alors, Maître Mutamba, ça va empêcher le coulage de recettes, mais ce n'est pas générateur. Mais je viens de vous le dire que c'est générateur. Non, ça empêche Pourquoi? les écoulements de recettes. Non, mais c'est en même temps générateur. Comment Puisque, ça? évidemment. Vous n'avez parlé que des mines pour l'instant. Non. Il faut qu'on soit clair. Ça, à partir du moment où ça empêche le coulage des recettes, ok, mais ça veut dire que ça crée une maximisation de recettes, on est d'accord. Parce qu'il y avait coulage. À partir du moment où on bouche le coulage, on maximise. Oui, mais à ma question de savoir, nous tâtonnons depuis 60 notre pays entre l'unitarisme et le fédéralisme. Qu'est-ce que vous me répondez exactement? Quelle est la forme de l'État que vous, Maître Mutamba, vous souhaitez? En dehors de toute la théorie, la littérature, pour maximiser les recettes de l'État, quelle est la forme de l'État qui vaut le mieux pour la RDC? La forme de l'État qui vaut le mieux, c'est la forme qui va permettre aux Congolais de manger 3 fois, de se faire soigner gratuitement. Mais c'est quelle forme? Voilà, d'étudier dans des bonnes conditions gratuitement. Alors, en réalité, le peuple est toujours de gauche. Et je veux sortir des classiques, d'où la rupture. Je ne veux pas que nous puissions mimer les concepts occidentaux. C'est quoi la forme de l'État? Le fédéralisme, c'est quoi? Est-ce que nos ancêtres savaient ce que ça veut dire fédéralisme, unitarisme? Vous proposez quoi? Qu'est-ce que cela rapporte-t-il au panier de la ménagère? Ça rapporte quoi? Ça rapporte quoi? Donc pour vous, ce sont des théories inutiles. Un scientifique parle avec de références. Vous êtes scientifique, vous êtes avocat. Alors, un scientifique innove. Un scientifique ne mime pas. La difficulté que nous éprouvons dans notre pays, vous savez, c'est laquelle? C'est les mimétismes aveugles du système occidental. Nous voulons tout occidentaliser. Nous voulons nous habiller comme des blancs. Nous voulons une constitution comme la française. Alors vous reprenez la langue comme Mobutu, comme un roi, c'est ça que vous voulez? Alors, Maître Mutamba? Non, je ne voudrais pas être un dictateur. Je serais plutôt un président d'ordre et de discipline. Parce que le Congo a besoin d'un président ordonné et discipliné qui remette de l'ordre dans tous les secteurs de la vie nationale. Vous pensez que la démocratie ne correspond pas à notre pays? La canne, c'est coutumier. Vous pensez que la démocratie ne correspond pas à la RDC? La RDC devrait avoir à sa tête un dictateur ou un président qui a une petite dictature en lui pour que tout rentre en ordre? Non. Merci, comme maître. Je l'ai dit, venez avec moi. Non, j'ai dit. Je vous prie de venir avec moi. La RDC a besoin d'un président de la République qui place l'intérêt du peuple au centre de ses actions et de ses priorités. Ok. On a besoin d'un système politique qui s'adapte à nos us et coutumes sociétales. Nous avons besoin d'un président de la République qui soit capable de répondre aux désidérata du peuple congolais. Merci. Et pour ça, nous allons rompre avec le mimétisme aveugle, avec la démocratie à l'occidentale. Oui, merci, Bush. Venez avec moi, s'il vous plaît. Le plateau va changer. Vous pouvez venez, continuez à parler, venez, rejoignez-moi. Très bien, mais vous avancez en ces temps. Oui, rejoignez-moi, s'il vous plaît. Merci. Oui, oui. Mais je peux prendre ma canne du coup. Allez-y, prenez votre canne et rejoignez-moi ici. C'est ça qui prouve la rupture, ça. Très bien. Ça, vous ne le trouverez pas en Europe, ça. Mais Mobutu en avait. Mais entre-temps, rejoignez-moi, le s'il président vous plaît. français n'a pas ça, le président américain n'a pas ça, le président russe n'a pas ça, les présidents occidentaux n'ont pas ça. En tout cas, c'est une particularité africaine. Merci. Et pour le camp, tenez-vous juste à côté de l'écran, ici, juste là, avant. Alors, un candidat particulier assez atypique, candidat numéro 2, 35 ans, qui est un atout pour vous. C'est notre rubrique « Juste un mot ». Nous allons vous présenter quelques images et vous allez dire un mot. Un mot qui va tout symboliser par rapport à cette image, un mot qui va tout dire de ce que vous pensez de ces images, photos bien évidemment. Alors, ensemble, on va vous proposer la première image, juste un mot. Qu'est-ce que vous dites? Un mot. Ben, c'est Jean-Saïd Ibamanissa. Effectivement. Il a été gouverneur de l'ex-province orientale et j'ai été son assistant. Et un mot? Un mot? Il est celui qui m'a beaucoup appris de la vie. On peut dire mentor? Oui, il a été mon mentor. On retient mentor pour Jean Ibamanissa? Bien sûr.
Bien sûr. La prochaine image, c'est celle-ci. Ouais. Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, le sénateur. Un mot sur les sénateurs. Ben, Joseph Kabila, c'est un grand panafricaniste, un grand Africain que j'ai aimé et que j'ai servi avec loyauté, avec dévouement. J'étais à ses côtés pendant un certain nombre d'années en assumant les fonctions de secrétaire rapporteur du bureau politique du FCC, et c'était lui qui m'avait confié ses fonctions et ses responsabilités. Et donc, il reste un grand homme, c'est une grande icône, un patrimoine national. Qu'est-ce qu'on retient? On retient de lui un nationaliste, un grand souverainiste qui a façonné ce que je suis aujourd'hui. Je suis candidat président de la République aujourd'hui parce que j'ai été aux côtés d'un grand homme. Je suis nationaliste et révolutionnaire aujourd'hui parce que aussi j'ai été encadré par un grand homme qui est Joseph Kabila, à qui je rends un vibrant hommage et que je remercie pour la formation qu'il m'a donnée. On dit aussi mentor? C'est une icône. Ça va au-delà du mentorat. La prochaine image. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Qu'est-ce que cette image vous inspire, Monsieur Mutamba? Eh ben, pour le vieux Étienne, nous l'avons eu comme référence lorsque nous avons été dans les mouvements citoyens. Voilà. On peut dire référence. Il a été une grande référence des résistances, une grande référence de patience, de persévérance, de combattant, de combativité. Et je crois que c'est ce que j'ai tiré de lui. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça fait plusieurs dizaines d'années, ça fait plusieurs années que je n'ai pas été ministre dans ce pays, été DG d'entreprise, mais je suis toujours dans la lutte. Et donc, j'ai créé mon parti politique dans la rue. Je continue de me battre dans la rue en suivant l'exemple du Sphinx d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est un grand patrimoine national. C'est un nom qui traverse les frontières nationales. Alors pour Étienne Tshisekedi Wamulumba, on retient patrimoine national ou référence? Mais écoutez, c'est une grande référence. Référence. Ouais. La dernière image, la prochaine. Et des constances. Ah, ça c'est Paul Kagame. Je retiens un seul souvenir de lui, c'est quand j'avais 12 ans et qu'il bombardait la ville de Kisangani. Et je fouillais avec parents, avec amis. Je vois des amis qui étaient tombés. Et je vois encore les Rwandais qui combattaient nus dans la ville. Je vois encore des amis qui sont restés handicapés jusqu'aujourd'hui. Quand ça crépite, j'ai de l'émotion. Parce que j'ai vécu plusieurs guerres d'agression rwandaise. Mais c'est pourquoi je le considère comme les plus grands criminels de l'humanité. Ma lutte est de pouvoir venger tous les morts congolais qui ont été cruellement et qui ont été inutilement tués par M. Paul Kagame. Alors pour lui, on retient criminel. Une fois élu président de la République, je ferai tout pour qu'il réponde de ses actes. Je ferai tout pour que... Je ferai tout pour qu'il soit arrêté et neutralisé. C'est un grand criminel. Paul Kagame, criminel. Alors, je crois que c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Mutamba. Nous allons rentrer là-bas où vous allez vous adresser maintenant à tous les Congolais et leur dire pourquoi ils doivent voter pour vous le 20 décembre prochain. Et ça sera fait en 3 minutes. Vous avez 3 minutes exactement pour dire aux Congolais pourquoi ils doivent voter pour vous. Elle est là, elle vous regarde. Ouais. Ok. Mes chers compatriotes, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons traverser une nouvelle frontière. Vous savez d'où nous venons.
Nous avons connu tant de souffrances, tant d'ironie. Notre honneur a été banalisé et vendu. Notre dignité a été sapée par ceux qui ont tout tenté, mais qui ont tout échoué. Par ceux qui ont détruit ce pays. Nous avons été pris en otage par un certain nombre de noms et de familles. Aujourd'hui, l'occasion nous est présentée pour rompre avec tout ça. Rompre avec l'insécurité, rompre avec la famine, rompre avec la misère, rompre avec le chômage, rompre avec les inégalités sociales. Ou comme vous le savez, pour être employé dans une entreprise privée, tout comme dans un service public, il faut être fils d'eux. Il faut être recommandé par X. Nous avons besoin plus que jamais d'une société d'ordre, une société d'égalité, une société de justice, une société de liberté. Et à vous, la jeunesse, vous avez longtemps été utilisé comme marche-pied par ceux qui ont tout échoué et qui, à tort, pensent qu'avec leur argent, ils peuvent tout acheter, même vos âmes. Je dis non. Ce temps est révolu. Mais c'est pourquoi, jeune de mon âge, 35 ans, je pris ma responsabilité de briguer la magistrature suprême pour porter votre combat. Le combat de toute une génération. Ainsi, rompre avec ce classique. Redonner au peuple congolais sa fierté d'antan. Redonner au peuple congolais sa dignité d'antan. Je suis donc le candidat président de la République de la rupture, candidat de la jeunesse. Je vous prie de pouvoir vous mobiliser par de milliers et milliers pour soutenir ma candidature, pour voter pour le numéro 2. Parce que je sais que nous sommes capables d'étonner le monde. Nous sommes capables de surprendre en rompant avec les classiques, avec les vieux et anciens visages, dont vous êtes tous fatigués par eux. Une fois élu président de la République démocratique du Congo, je vous promets d'instaurer une société d'égalité, de justice et de liberté, où les enfants de riches, tout comme les enfants de pauvres, auront droit de manière égalitaire à accéder aux emplois publics comme privés, où chacun des Congolais s'exprimera librement, mais où il n'y aura plus de justice à double vitesse, de justice du plus fort, comme c'est le cas actuellement. Je dis et je vous remercie. Et voilà, très chers téléspectateurs, c'était donc là les candidats de la rupture qui nous promet une société d'égalité, de justice et de liberté. Rendez-vous le 20 décembre prochain pour les élections. Quant à nous, on vous dit à demain.